Et on passe maintenant à ces Uber Files. Selon l'enquête du Consortium international des journalistes d'investigation, entre 2013 et 2017, la société américaine de VTC va se livrer à des dérives pour s'implanter un peu partout sur la planète et en embauchant notamment des lobbyistes pour convaincre le monde politique. On en parle avec vous, Jacques Monin. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes directeur des enquêtes et de l'investigation à Radio France et vous avez participé à cette enquête où apparaît le nom d'Emmanuel Macron. On va en parler dans un instant, mais d'abord on va regarder un extrait de votre enquête, justement. I want France to be a startup nation. Voilà, comment sait-on tout ça, justement? En 2015, Jacques Monin, Emmanuel Macron aurait facilité l'implantation d'Uber en France, alors qu'il était ministre de l'économie. Comment votre enquête le prouve-t-elle? Elle le prouve à travers un certain nombre de messages. Comment sait-on tout ça? On sait tout ça parce qu'il y a eu des fuites de chez Uber, des fuites qui concernent 124 000 documents, dont 83 000 qui concernent des échanges de SMS, de mails, il y a des mémos, il y a toutes sortes de documents qui permettent de plonger au cœur de la machine Uber et de voir justement comment elle a fonctionné de l'intérieur quand elle s'est développée. C'est là que la période est intéressante, 2013-2017, c'est vraiment son expansion à l'échelle mondiale. Et on se rend compte qu'effectivement, dans ces échanges de SMS, il y en a avec le ministre de l'économie de l'époque, qui était Emmanuel Macron, et qui montre qu'il y avait une réelle proximité entre le ministre et des hauts cadres d'Uber, y compris le grand patron et cofondateur d'ailleurs d'Uber de l'époque, qui s'appelait Samis Kalamic. Il s'échangeait des SMS. Oui, Uber avait l'accès direct au ministre, et on voit même que dans des périodes de crise, et c'est là d'ailleurs que ça interroge, dans des périodes de crise où, par exemple, il faut savoir qu'Uber était en difficulté, puisque Uber ne respectait pas un certain nombre de points réglementaires, oui, il y avait des enquêtes. Réguler aussi ce marché-là. Hein. Oui, mais clairement. Il y avait des enquêtes à ce moment-là. Donc, l'URSSAF, la répression des fraudes, etc. Et il y a une descente à un moment donné d'agents de Bercy chez Uber. Et au moment où les agents sont là, Uber, un lobbyiste d'Uber envoie un SMS à Emmanuel Macron en lui disant voilà, ils sont en train de perquisitionner chez nous, ils menacent de mettre des cadres en garde à vue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous pouvez nous conseiller? Alors, sur ce SMS, il faut être honnête, Emmanuel Macron ne répondra pas. Mais à Marseille, il y aura un autre épisode où le préfet de police prend un arrêté anti-Uber. Message texto donc du même lobbyiste directement à Emmanuel Macron. Dites donc, on est consterné par la décision préfectorale. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Regardez ça. Et là, Emmanuel Macron répond et il dit envoyez-moi les éléments factuels, je vais m'en occuper personnellement. Restons calmes à ce stade. Donc on voit bien. Ce qui s'est passé, c'est que quelques jours plus tard, le préfet a annulé son arrêté. On a pris un autre, alors qui n'est pas très favorable non plus à Uber, mais qui est un peu plus ambigu, donc qui peut être interprété comme un recul. Et c'est comme ça que Uber l'interprète, puisqu'il y a un nouvel échange de SMS avec Emmanuel Macron pour lui dire très bonne collaboration avec votre cabinet, merci monsieur, merci pour votre soutien. Et Emmanuel Macron répond c'est normal. Mais quel était l'intérêt d'Emmanuel Macron? Il allait d'ailleurs à l'époque à contrario de la volonté politique de Manuel Valls ou de Bernard Cazeneuve. Absolument. Alors c'est ça qui est frappant, c'est qu'il n'est pas ministre des Transports. Alors il est ministre du numérique, on pourrait dire. Uber, c'est aussi une application. C'était Alain Vidalis qui était plutôt hostile d'ailleurs aux méthodes employées par Uber. À ce moment-là, le Premier ministre l'est également, le ministre de l'Intérieur également. Et effectivement, on voit qu'Emmanuel Macron va se démarquer de ses autres ministres. Alors pourquoi le fait-il? Moi, je pense qu'il le fait parce qu'il croit effectivement qu'Uber, à ce moment-là, va apporter quelque chose à l'économie française, que déréguler le marché des taxis, c'est ouvrir des opportunités d'emploi en développant justement le créneau des VTC. Et donc, certes, il le fait dans une proximité qui pose question et qui interroge le comportement politique, mais je crois qu'il le fait parce que lui-même pense qu'il le fait dans l'intérêt de la France. Est-ce que les échanges entre Emmanuel Macron et Uber sont répréhensibles légalement? La gauche crie justement au fait qu'Emmanuel Macron serait un lobbyiste d'Uber. Il le qualifie comme ça.
ça, là. Alors, ça, c'est autre chose, c'est une image lobbyiste d'Uber, dans le sens où, effectivement, il va être un facilitateur, et on voit que, quelque part, Uber aussi cherche à instrumentaliser le ministre, qui le fait de bonne grâce, notamment lorsqu'il lui donne des amendements clés en main, qui ont été donnés à des députés, et que le ministre va réintégrer dans la loi Macron 2, cette fameuse disposition, par exemple, qui prévoyait que les taxis nécessitaient 250 heures de formation pour devenir chauffeur. Bon, ces 250 heures vont devenir 7 heures. C'est-à-dire qu'avec un amendement donné clé en main par Uber, le ministre de l'économie va l'intégrer à son décret et va permettre finalement de se déclarer chauffeur en une journée de formation. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, on peut se demander qui utilise qui. Est-ce qu'il pourrait y avoir des plaintes ? Alors des plaintes non, parce que pour répondre à la question précédente, effectivement, non, c'est pas pénalement répréhensible d'échanger par SMS ou par texto. Là où ça aurait pu l'être, c'est si Emmanuel Macron avait répondu au SMS dont je vous parlais tout à l'heure, en disant, voilà, je vais vous conseiller dans le cadre d'une perquisition. Ça aurait pu être interprété comme une forme d'obstruction à la justice. Et je pense qu'Emmanuel Macron est assez intelligent pour avoir compris qu'il ne fallait pas le faire. Donc non, je pense qu'on est plus au plan de l'éthique, c'est-à-dire où je place l'intérêt général et le service d'une entreprise en particulier, entreprise qui, encore une fois, quand elle arrive, ne respecte pas la loi. C'est ce curseur-là qui se discute à travers cette enquête. En revanche, la morale en politique, oui. Voilà. En revanche, sur Uber, effectivement, il y a un certain nombre de questions de légalité qui se posent. Merci Jacques Modin d'avoir été avec nous et on peut retrouver bien sûr cette enquête sur le site de Radio France. Merci d'avoir été avec nous sur TV5 Monde.